Donc, je reviens encore une fois pour vous parler d'une unité militaire un peu hors du commun. En l'occurrence, ce sera aujourd'hui le 54e régiment d'infanterie du Massachusetts. Mais avant de parler du 54e d'infanterie, je me permets de faire un petit retour sur l'esclavage, en fait, et notamment sur l'évolution de l'esclavage pendant la guerre de sécession. Alors, bon, on l'a vu, hein, tu nous l'as dit, Mika, la guerre civile, elle dure d'avril 61 à avril 65. À peu de choses près, 4 ans jour pour jour, hein, puisque ça a commencé le 12 avril et ça se termine le 9. Et il y a bien des raisons qui ont poussé les États du Sud à faire sécession. Une qui reste aujourd'hui considérée historiquement comme majeure, c'est la question de l'esclavage. C'est vrai qu'au moment où la guerre éclate, la question de l'esclavage n'était pas perçue par les belligérants comme le problème incontournable à résoudre, mais ça va quand même gagner très vite en importance au fur et à mesure que le conflit avance et surtout que le conflit s'éternise. Je pense intéressant de rappeler que l'abolition en fait de l'esclavage, l'abolition pure et dure, fait pas du tout partie en fait des objectifs de l'Union au commencement de la guerre. D'ailleurs, Lincoln se déclare lui-même intellectuellement opposé à l'esclavage, mais politiquement, il ne s'y oppose pas vraiment. Et en fait, cette frilosité à s'attaquer frontalement au problème de l'esclavage, elle est multifactorielle, mais elle est en grande partie due au fait que, en fait, l'esclavage est encore pratiqué dans certains États de l'Union. Et notamment 4 États de l'Union, 4 États qui sont restés fidèles à l'Union, qui le pratiquent toujours, c'est le Delaware, le Kentucky, le Maryland et le Missouri. Et ces 4 États, c'est pas n'importe quels États. Si on prend une carte des États-Unis, ce que je vous encourage à faire, Allez. on s'aperçoit en fait que ces 4 États, ils forment la frontière entre l'Union et la Confédération. On les appelle les border states, tout simplement, c'est les États frontières. Donc leur position stratégique de ce point de vue-là, elle est indiscutable. Ils sont considérés comme des territoires absolument critiques à contrôler par l'administration de Lincoln. Donc leur position stratégique, elle est indiscutable au début de la guerre, mais les loyautés elles ne sont pas pour autant acquises. Ces 4 États ont choisi de suivre l'Union, mais la frontière que représentent en fait ces border states, elle n'est pas que politique, elle est aussi culturelle en fait. Ouais. Parce que cet endroit, c'est le point de rencontre en fait des cultures du Nord et de celles du Sud. C'est vraiment une zone tampon où se mêlent ces deux cultures qui sont très différentes. Sans surprise, on y trouve des opinions politiques qui sont très, très divisées. On compte d'ailleurs là-bas un très grand nombre de familles dont les membres en fait se retrouvent à combattre dans des camps opposés. La division, elle se retrouve jusqu'au sein de la cellule familiale. Alors, l'administration Lincoln, on considère le maintien de ces 4 États dans l'Union comme crucial pour une victoire rapide, en fait. Au début de la guerre, l'administration Lincoln, elle mise sur une guerre courte, en fait, une victoire éclair. Et donc, pour pas antagoniser ces 4 États, on s'attaque pas directement au problème de l'esclavage pour les garder dans l'Union. Et c'est en fait qu'après plusieurs mois de combat, et la quasi-certitude en fait que la guerre allait encore durer longtemps, que la notion d'émancipation des esclaves va faire petit à petit son chemin. Ça va évoluer très progressivement, mais on va voir que le statut d'esclave au sein de l'Union et en dehors pendant cette période progresse dans les mentalités, et ça va se traduire aussi par des changements de statut juridique qui sont, on va le voir, assez radicaux. Alors, ce changement progressif, il est bien illustré par la manière dont sont considérés légalement les esclaves au long de la guerre. Par exemple, en 61, au début de la guerre, ils sont considérés par le Nord comme étant ni plus ni moins comme et je cite, de la contrebande. C'est un point de vue qui objectifie bien sûr les esclaves ou les évadés et qui les ramène à leur statut de propriété et d'objet. Mais pour vous dire que cette considération, elle est officialisée et soutenue en août 61 par la signature du Confiscation Act, qui stipule que toute propriété utilisée par les confédérés peut être confisquée par les forces de l'Union, y compris les esclaves.
Donc on part du début de la guerre vraiment de tout bas, en fait, d'une vision qui ne change pas de celle du point de vue des esclavagistes et qui considèrent ces personnes comme de la propriété, comme des objets. Mais bon, comme je l'ai dit, avec les mois et les années de guerre passant, l'opinion publique et politique va changer à l'égard des esclaves et des affranchis. Elle est notamment militants abolitionnistes qui font un travail de dingue pour faire bouger, c'est pas le bon mot, mais bon, peu importe, pour faire bouger un petit peu l'opinion publique. La culmination, c'est bien sûr l'abolition de l'esclavage, mais avant l'abolition de l'esclavage, qui d'ailleurs ne sera aboli qu'après la fin de la guerre, il y a une autre étape cruciale en fait dans les changements de statut des esclaves, c'est le 1er janvier 1863, qui est une date clé, c'est la proclamation d'émancipation, qui change d'un seul coup en fait le statut légal de plus de 3 millions de personnes, qui passent du jour au lendemain d'esclaves à personnes libres. Bien sûr, ce statut, il n'est qu'hypothétique pour ces personnes qui demeurent en territoire contrôlé par les confédérés. Mais ce qui est impliqué par cette notion d'émancipation, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui parviennent en fait à se rendre en terrain confédéré ou ceux qui voient les unionistes venir à eux, eh bien, seront des hommes, des femmes, des enfants libres. Alors si je voulais commencer par ce petit récap un peu maladroit sur l'histoire d'esclavage, l'évolution, ça va bien sûr nous concerner directement puisque le 54e régiment d'infanterie du Massachusetts, c'est un régiment de couleur. Ce que les États-Unis appellent à ce moment-là, enfin ce que l'Union appelle du coup, des USCT, United States Colored Troops, sont des régiments composés de soldats noirs ayant servi dans les armées de l'Union pendant la guerre de sécession. Et au terme de cette guerre, d'ailleurs, on en compte 175 qui ont été formés au total et qui ont servi pendant ce conflit. Le 54e, lui, je vous en parle pourquoi ? Parce que c'est sans doute le plus connu et pourquoi c'est pas le premier, mais c'est un des tout premiers à avoir été créé. Alors depuis le début de la guerre, en fait, l'Union, elle se prive pas vraiment du concours d'esclaves affranchis ou d'hommes noirs nés libres. Hein. Je veux dire, son armée, l'armée de l'Union, elle compte dans ses rangs des noirs affranchis, nés libres, mais qui restent pour l'écrasante majorité en fait cantonnés à des activités de soutien et de labeur. En gros, de la main-d'œuvre pour la construction et la logistique. Et cette proclamation d'émancipation, si je vous en parle un petit peu, c'est que c'est vraiment un tournant en fait de l'implication des esclaves, des noirs nés libres. Elle va les mener en fait au combat. Cela dit, malgré cette proclamation et la création des régiments de couleur, en fait, l'idée de les armer, les envoyer au combat, elle n'est pas non plus tout de suite acquise. C'est une notion qui, comme le reste, va devoir faire son petit bout de chemin. Depuis le début de la guerre, il y a de nombreux abolitionnistes convaincus qui, noirs ou blancs d'ailleurs, militent pour l'intégration d'unités combattantes au sein des forces du Nord. Alors ça va mener à la création de ces régiments. Le 54e, pourquoi c'est le plus connu au final ? De base, c'est sans doute le plus connu parce que en fait, sa création a été soutenue par Frédéric Douglass en personne. Frédéric Douglass, ouais, c'est un abolitionniste afro-américain, il me semble, c'est ça. Hein. Oui, c'est un abolitionniste afro-américain, absolument, qui est sans doute un des plus célèbres, un des plus connus. Ouais. Il avait des relations avec John Brown abolitionnistes. un petit peu, il me semble, non ? Je crois. sais pas, c'est possible. Je ne sais pas, je connais trop, je t'avoue. malheureusement trop mal l'histoire de cet homme, mais de tous les abolitionnistes de cette époque, c'est le seul que je connaisse, enfin en tout cas dont j'ai reconnu le nom et le visage en préparant cette chronique. En fait, Frédéric Douglass, il participe en partie en fait à la création de ce régiment. Il va d'ailleurs devenir un de ses recruteurs civils, un des plus actifs, pour trouver en fait des recrues pour composer cette unité. Il y a d'ailleurs 2 de ses fils qui vont faire partie du régiment à sa fondation. Okay. 2 des fils de Frédéric Douglass. Alors, l'émancipation proclamée le 1er janvier 1863, le recrutement du régiment commence début février. Donc vous voyez, il y a à peine un mois de battement, donc on ne perd pas de temps. Le régiment est formé en fait en périphérie de Boston et rentrera en service actif le 13 mars. Alors à la base, les volontaires, ils sont si nombreux à vouloir rejoindre le régiment que les standards de conditions physiques doivent être drastiquement augmentés, ce qui fera dire d'ailleurs à leurs contemporains que le 54e est composé des soldats les plus robustes de l'armée de l'Union, tant ils ont été rigoureux sur la sélection des hommes. Le recrutement des officiers, alors par contre, oui, ne se fait pas parmi les volontaires afro-américains. Évidemment, c'est parmi les officiers blancs que ça va se faire, donc le
commandement du régiment est confié à un certain Robert Gouldshaw. C'est un tout jeune officier qui est donc promu au grade de colonel et il n'a que 25 ans. Il rejoint le commandement du 54e. Il est choisi en partie parce qu'il fait partie d'une éminente famille d'abolitionnistes de Boston. Il n'arrive pas à ce poste nécessairement pour sa grande connaissance des faits d'armes, puisqu'on le voit, c'est quelqu'un d'assez jeune, quoique à cette époque-là, on a 25 ans, mais relativement, peut-être pas avancé un âge, mais en sachant qu'il y a des gars à 14 ans qui peuvent être au front, t'arrives à 25 ans, tu peux déjà être... Oui, t'as un peu de bouteille, quoi, finalement. Un peu de bouteille, exactement. Absolument. Alors le régiment va ensuite être entraîné, c'est un entraînement qui va se faire sur plusieurs mois. Alors un entraînement pendant lequel d'ailleurs il y aura quelques incidents qui ont été rapportés, des problèmes de relations entre certains officiers blancs et soldats afro-américains. D'ailleurs pendant ce temps d'entraînement, il n'a pas toujours été question de faire du 54e une unité combattante. Beaucoup encore à ce moment-là ne voulaient pas faire participer ces régiments au combat. Il sera finalement décidé du contraire et c'est le 28 mai 63 que le régiment quitte Boston en fanfare et laisse derrière lui le Massachusetts pour se diriger vers la Caroline du Sud. Il subit le baptême du feu à la bataille de Green Ball's Landing le 16 juillet où le régiment est mené à repousser notamment un assaut des Confédérés avec un très grand succès. Mais c'est pas vraiment pour cette action du 16 juillet dont on se souvient du 54e. On se souvient d'eux plus particulièrement pour un combat qui sera mené 2 jours après leur baptême du feu. Ah oui. Avec une expérience qui est relativement du combat limitée. Le 18 juillet, les hommes du 54e rentreront dans l'histoire pour leur assaut sur Fort Wagner. Fort Wagner, c'est un fort côtier donc, qui est construit sur la mer, qui se trouve à côté de Charleston. D'ailleurs, la bataille de Green Ball's Landing était un prélude à cet assaut sur Fort Wagner. Donc un assaut général est lancé le 18 juillet par les hommes du 54e d'infanterie, mais pas que eux. Il y a plusieurs unités qui participent à cet assaut. Le 54e va subir des pertes extrêmement lourdes. Ils sont en première ligne. Ils parviennent malgré tout à investir le parapet du fort, sans toutefois parvenir à s'y maintenir très longtemps. C'est d'ailleurs sur ce parapet que sera abattu de multiples coups de feu le Robert Shaw, qui a mené en fait ses hommes au combat directement et qui est mort à l'assaut du fort avec bien de ses hommes. Cette seconde bataille du fort Wagner, elle se solde par une défaite assez cuisante pour les forces de l'Union. Le régiment, quant à lui, va perdre 40% de ses effectifs, ce qui correspond à 200 soldats tués et blessés, ce qui est un taux de perte qui est absolument monstrueux. Bah oui. Alors je parle de tués, de blessés, notez que je ne compte pas de capturés, de prisonniers dans mon compte des pertes, comme c'est généralement le cas. Ça fait que les confédérés ne font pas de quartier, ni aux soldats noirs, ni aux officiers blancs capturés à leur tête. Il a été promulgué en fait après la création des régiments d'infanterie de couleur. Il a été promulgué par les autorités confédérées que ne serait pas fait de quartier aux Afro-Américains, aux soldats afro-américains s'ils venaient à être capturés, ni à eux, ni aux officiers à leur tête, qui sont considérés comme incitant à la révolte servile et qui sont donc exécutés sur le champ s'ils viennent à être capturés. D'ailleurs, que ce serait sympa l'ambiance. Ouais. Oui. Donc du peu d'hommes qui a pu effectivement entrer dans le fort, encore moins en vie, puisqu'ils seront purement et simplement abattus. D'ailleurs, Robert Shaw sera enterré dans une fosse commune avec tous les soldats de couleur de son régiment, ce que d'ailleurs les confédérés voulaient comme une insulte à la mémoire de Shaw, mais ce qui sera considéré par les membres de sa famille comme un grand honneur pour un officier de reposer auprès de ses soldats. Il y a une autre personne que j'aimerais citer qui s'est distingué au cours de cette bataille et qui est devenu premier soldat afro-américain à recevoir la médaille d'honneur du Congrès. C'est un certain sergent William Carney qui s'est distingué au cours de cet assaut et qui a reçu la médaille d'honneur quelques 37 ans après la bataille, assez tardivement. Il a été décoré en 1900 précisément. Il a été décoré notamment pour avoir refusé d'abandonner l'étendard sur les remparts de Fort Wagner.
En fait, lui n'était que simple soldat au moment de l'assaut et il sera en fait témoin de la mort du porte-étendard. Et au moment où le porte-étendard est frappé de balles de mousquet, il va se précipiter pour récupérer le drapeau, puisqu'on leur a appris que sous aucun prétexte, le drapeau ne doit toucher le sol, ne doit tomber par terre. Il mènera d'ailleurs l'assaut grâce à sa bannière qu'il porte sur les remparts du fort, sur le parapet du fort. Il essaiera de se maintenir, mais il sera blessé à 2 reprises, assez grièvement. Il va presque entièrement se vider de son sang. Malgré ses blessures, il va refuser de lâcher le drapeau jusqu'à ce qu'il soit ramené au baraquement des unionistes à la fin de la bataille, blessé et aux 3/4 mort. Il va donc être décoré quelques 37 ans plus tard, en 23 mai 1900 précisément, de la médaille d'honneur du Congrès. D'ailleurs, c'est intéressant d'évoquer que c'est pas la première fois que des Afro-Américains, des personnes de couleur combattent sous drapeau américain, puisque déjà au moment de la Révolution américaine, on a la connaissance d'anciens esclaves, d'affranchis qui ont participé à ces combats. Et la place des Noirs, la place des Afro-Américains dans les unités américaines, elle restera assez problématique jusqu'à très tardivement. Ça restera un sujet de société qui sera débattu, posera certains problèmes à certaines personnes, spécifiquement jusqu'à très tard. On peut en parler jusqu'à la guerre du Vietnam, notamment, avec un taux de perte pendant la guerre du Vietnam chez les Afro-Américains qui était bien supérieur à ce qui était le cas pour les autres. Enfin bref, c'est un sujet pour une autre pour une autre chronique, mais très intéressant aussi. On pourra parler des Harlem Hellfighters, de la Première Guerre mondiale et de bien d'autres. Merci beaucoup Ben pour cette longue et chouette explication sur le 54e du Massachusetts et aussi sur le petit prologue qui, je pense, est quand même important pour expliquer le contexte. Donc merci à toi pour tout ça. C'est vrai que pour le moment on n'avait pas parlé d'esclavage alors que c'est quand même le nerf de la guerre quand même malgré tout. Ça a été un plaisir. Le plaisir est partagé de te réavoir dans l'émission sous forme de petite chronique. Ça fait plaisir. Donc merci à toi. Je t'applaudis comme j'ai applaudi tous les autres. Bravo. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.